Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer après les 5 minutes réglementaires. Donc, merci d'être venus pour cette deuxième conférence du partenariat entre l'Association des professeurs d'histoire-géographie et les archives municipales de Lyon, que nous avons eu le plaisir d'organiser avec Sonia, que je remercie pour l'accueil. Ce soir, nous allons donc parler de Jean Moulin, quelques jours avant la commémoration, effectivement, des événements dramatiques de Caluire et dans un contexte qui est ô combien particulier, on le sait bien. Merci Fabrice d'avoir accepté de venir. Fabrice est responsable pédagogique et scientifique à la Fondation de la Résistance et a donc publié cet ouvrage à partir duquel nous allons discuter, Jean Moulin, le héros oublié. Et on va partir donc pour une petite heure et quart d'entretien tous les deux, avant bien entendu que Fabrice réponde à vos questions longuement. Voilà, Sonia. Eh bien, merci Fabien et merci pour être venu jusqu'à nous, Fabrice Grenard. Donc aux Archives municipales de Lyon, on est très émus de vous avoir et d'avoir un peu de Jean Moulin aussi avec nous, grâce à Marion Vivier du CHRD qui est avec nous et qui se propose éventuellement de dire un petit mot sur pourquoi ce vêtement, pourquoi le CHRD en parle beaucoup en ce moment. Et vraiment merci d'avoir accepté que Jean Moulin soit à nos côtés ce soir pour cette belle conférence. Donc merci à la PSG pour le partenariat qu'on vient d'entamer et qu'on souhaite continuer pour la rentrée prochaine. Je crois que Fabien a déjà concocté presque un programme complet, donc il vous en parlera en temps et en heure, mais merci pour ce dynamisme et ces belles propositions. Merci Sonia. Et le fait de présenter le manteau, ou plutôt le par-dessus, puisqu'il s'agit d'un par-dessus, c'est aussi une façon de remercier les archives municipales de Lyon qui conservent pour nous, pour le CHRD, cette collection qui est tout à fait exceptionnelle, tout simplement parce qu'on n'a pas la place ni les locaux adaptés pour accueillir cet ensemble, parce que le par-dessus, monsieur disait redingote tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai retenu redingote, mais ce par-dessus fait partie d'un ensemble plus vaste que certains d'entre vous ont peut-être pu voir dans le cadre de l'exposition qui était proposée au musée jusqu'au mois dernier, parce qu'elle s'est achevée en mai, à la toute fin du mois de mai, une exposition qui avait été inaugurée en novembre de l'année dernière, qui s'appelait Jean Moulin, Les Voies de la Liberté. Et c'est dans le cadre de la préparation de l'exposition qu'on a eu la surprise de se voir confier cette tenue et un ensemble d'autres tenues par la famille de Jean Moulin, qui par ce geste-là, s'inscrit dans la continuité, dans le sillage de la grande œuvre de Laure Moulin, qui, au moment d'arriver sur la fin de sa vie, avait organisé la répartition des biens qu'elle avait hérités de son frère auprès de différentes institutions culturelles, la Bibliothèque nationale de France, les musées de Béziers, les musées de Quimper, etc. Donc c'est vrai que la famille... Alors on n'a pas fait don immédiatement de cette tenue, il a fallu la travailler un petit peu au corps aussi, mais elle faisait partie de notre comité scientifique. Et dès le démarrage de notre projet d'exposition, on les interrogeait sur la présence chez eux encore de tenues qui auraient permis d'incarner, et ça fonctionne, hein, vous le voyez, ça fonctionne tout de suite, la figure de Jean Moulin dans l'exposition. Ce sont des gens plutôt prudents qui ne nous ont pas tout de suite répondu oui, et ils font bien d'être prudents. Et puis à l'occasion de recherches au sein du musée de la Libération, musée... du Général Leclerc, musée Jean Moulin de la ville de Paris, on est tombé sur une petite note qui était une note d'Antoinette Sasse qui disait qu'elle avait restitué à la fin de la guerre un par-dessus à Laure Moulin qui était entreposé dans sa penderie à elle, que Jean Moulin avait laissé, et qu'elle ne se sentait pas le droit de conserver ce par-dessus, et qu'elle l'avait, avec beaucoup de difficultés, mais remis à Laure Moulin. Et en tombant sur cette petite note, on s'est dit mais c'est pas possible. Enfin, on connaît très bien les collections Jean Moulin dans les différents musées, donc il était impossible que ce manteau qui avait été confié dans ces conditions-là ne soit pas encore quelque part. Donc j'ai réinterrogé la famille, et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont confié ce par-dessus, mais aussi une trentaine d'autres pièces de vêtements, parmi lesquelles des redingotes, des queues de pie, des queues de morue, des costumes
3 pièces, des gilets de soirée, des pantalons nombreux aussi. Donc une trentaine de pièces qui constituent un ensemble exceptionnel à tout niveau, du fait de la personnalité de leur propriétaire, mais aussi pour nous, on le sait bien, qui avions travaillé en 2014 sur une exposition que vous aviez peut-être vue sur la mode féminine en temps de guerre. On avait eu énormément de mal à trouver des vêtements, puisque tous les vêtements de la fin des années 30 ou qui ont vécu cette période ont été usés jusqu'à la ficelle, retournés, transformés. Et donc on doit véritablement à l'attention de sa famille et à sa mort tragique aussi la préservation d'un vestiaire masculin d'un homme des années 30. Donc voilà, c'est un bel ensemble qui ne fait qu'être à être valorisé et encore. Bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est assez émouvant d'avoir ce vêtement à côté de nous pour cette conférence. Que l'on va commencer tout de suite avec une première question, Fabrice, autour du titre de l'ouvrage qui m'a, j'avoue, surpris quand je l'ai reçu. Jean Moulin, le héros oublié. Alors, Jean Moulin est panthéonisé. On a des rues Jean Moulin, des collèges et des lycées Jean Moulin. Il y a des places Jean Moulin. Et pourtant, donc, le sous-titre choisi, c'est le héros oublié. Pourquoi ? Alors, est-ce que le micro marche ? Non. Là, ça doit marcher. Oui, parfait. Alors, effectivement, je sais bien que beaucoup de personnes ont été surprises par le sous-titre. Un mot d'abord sur l'origine de ce livre, qui est paru donc l'année dernière, en 2023, à l'occasion des commémorations des 80 ans, à la fois de la création du Conseil national de la résistance, le 27 mai 1943 à Paris, sous la présidence de Jean Moulin, et également de l'arrestation et de la mort de Jean Moulin quelques semaines plus tard. Et nous étions arrivés à l'idée avec l'éditeur que, bien sûr, il y a déjà beaucoup de livres sur Jean Moulin, mais il manquait l'équivalent d'un livre accessible aux non-spécialistes. Il y a 2 grands livres. Il y a la biographie de Jean-Pierre Azéma, mais qui est quand même assez technique, parce qu'il y a beaucoup de références historiographiques. Et je pense que c'est plus pour moi un livre destiné à des étudiants en histoire ou à des enseignants, des chercheurs, véritablement qu'au grand public. Il y a bien sûr la somme de Daniel Cordier, mais qui est une somme qui est difficilement lisible pour le lecteur qui découvre le sujet. Et il manquait finalement un livre assez accessible sur Jean Moulin, alors accessible tout en ne sacrifiant pas, bien sûr, à la rigueur historique. Par exemple, il n'y a pas de Que sais-je sur Jean Moulin. Vous voyez, un petit ouvrage de synthèse au PUF, ça n'existait pas. C'est un petit peu donc ce qu'on a voulu faire avec les éditions Plomb, qui, effectivement, ont proposé ce sous-titre « Le héros oublié » pour la raison suivante. En fait, c'est un peu provocateur, bien sûr, parce que tout le monde connaît le nom de Jean Moulin. Moi-même, j'ai été enseignant pendant très longtemps. Quand on pose la question à des élèves de terminale, par exemple, citez-moi des noms de résistants, il y a 2 noms qui viennent systématiquement. C'est De Gaulle et Jean Moulin, pas d'autres. Mais De Gaulle, on est capable de mettre une action derrière. L'appel du 18 juin, la libération de la France. Voilà. Et je me rendais bien compte que Jean Moulin, on le connaissait de nom. Et du fait aussi peut-être des programmes d'histoire qui étaient un petit peu mal faits à une époque où il y avait ce programme sur la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale qui était en début de classe de terminale et qu'on faisait de façon plus approfondie parfois que l'histoire même de la résistance. Et tout le monde connaissait la panthéonisation de 1964. Mais personne n'était capable de dire ce qu'avait fait Jean Moulin. C'est un peu, moi, le constat que j'avais devant mes classes et même devant, je dirais, un public assez général. Jean Moulin fait partie de ces grands personnages de l'histoire de France. Mais normalement, les grands personnages de l'histoire de France, on est toujours capable de leur adosser une action. Jeanne d'Arc, le siège d'Orléans, voilà. De Gaulle, je disais, l'appel du 18 juin. Et Jean Moulin, à part dire, oui, bon, bah, c'était l'homme du général de Gaulle, je vois bien que dans le grand public, personne n'était capable réellement d'accoler à son nom une action précise, notamment la création du Conseil national de la résistance. Voilà. Et surtout, je pense qu'on minore vraiment complètement la difficulté
qui a été d'unir la résistance. Je rappelle souvent, moi, en faisant un tableau des premières organisations résistance, hein, si on se place au début de l'année 41, c'est-à-dire au moment, on va en reparler, mais au moment où Jean Moulin fait un petit peu le choix de la résistance, si on se place à ce moment-là, quelle est la situation des premières organisations résistantes? Bon, vous avez des organisations qui ont une action très claire, qui consiste à lutter à la fois contre les Allemands et contre le régime de Vichy. C'est par exemple la position de Boris Vildé du réseau dit du Musée de l'Homme à Paris. C'est la position d'Emmanuel Dacier de la Vigerie qui va fonder le mouvement Libération. Mais vous avez aussi des résistants qui, bien sûr, veulent lutter contre les Allemands, tout en considérant que la Révolution nationale, le maréchal Pétain, sont plutôt des choses qui peuvent redresser le pays après la défaite. Ce que les historiens appellent parfois les vichisto-résistants. Henri Freinet, qui est fondateur de l'un des grands mouvements de zone sud, le mouvement Combat, était sur cette position. Et puis vous avez même le Parti communiste, hein, qui jusqu'au printemps 41, lui, lutte farouchement contre le régime de Vichy, tout en restant très timide dans ses attaques contre les Allemands du fait du pacte germano-soviétique. On voit bien qu'on a des positions totalement antinomiques. Voilà. Et quand Jean Moulin commence un petit peu à entrer dans le jeu, se dire qu'on va réussir à mettre autour de la table des gens sur des positions aussi différentes et à faire en sorte qu'ils s'unissent, c'est quand même une mission très, très compliquée. Et je pense qu'elle est relativement minorée, d'où ce sous-titre « Héros oubliés ». Et effectivement, on voit bien les ressorts de cette mise en unification et la difficulté, c'est très bien mis en avant. On peut aussi évoquer l'ouvrage de Béatrice Vergès-Chaignon qui est sorti à peu près en même temps que le vôtre, qui est une biographie plus universitaire effectivement aussi. Alors, à la fin de votre ouvrage, vous terminez celui-ci sur le très bel hommage d'Emmanuel Dacier de la Vigerie, qui affirmait à la fin de sa vie, après s'être opposé fortement à Moulin pendant la résistance, vous le dites bien, qui affirmait que finalement l'occupation n'avait produit que deux hommes d'État, De Gaulle et Jean Moulin. Et au début de l'ouvrage, vous montrez bien que finalement ce service de l'État auquel Jean Moulin va vouer sa vie et pour lequel il va donner sa vie, n'était pas une vocation à l'origine. C'est plutôt le souci d'un père qui le dirige maintenant. Oui. Alors effectivement, nous sommes à côté là de la veste de Jean Moulin, préfet. Effectivement, c'est forcément émouvant. Et avant d'être le grand résistant qu'il a été, Jean Moulin a d'abord été un brillant sous-préfet et brillant préfet, hein, puisqu'il est le plus jeune sous-préfet de sa génération, nommé en 1925 à Albertville, puis en 1937, le plus jeune préfet de sa génération. Il devient préfet à 37 ans, alors que l'âge moyen était plutôt autour de 45 ans pour être nommé préfet. Alors il faut rappeler que dans l'entre-deux-guerres, on n'intégrait pas la carrière préfectorale comme depuis 1945. En fait, comme depuis qu'a été créée l'École nationale d'administration. La création de l'École nationale d'administration fait qu'on intègre la préfectorale en général en sortant de l'école. On commence par des postes de secrétaires généraux en préfecture ou de sous-préfet, puis ensuite on accède effectivement au poste de préfet selon le rang de classement à la sortie de l'ENA. Donc tout se joue sur un concours d'entrée à l'ENA, puis le classement de sortie. À l'époque, l'ENA n'existait pas et tout se jouait beaucoup finalement sur le plan des relations, parce que les nominations étaient beaucoup plus politiques. Et lorsque une force politique était au pouvoir, eh bien, elle avait tendance à nommer des hauts fonctionnaires dont on savait un petit peu qu'ils étaient sympathisants. Et c'est ce qui va se passer pour Jean Moulin. C'est son père, Émile Antoine, qui lui met le pied à l'étrier. Le père de Jean Moulin était une personnalité politique locale. Il appartenait au Parti radical, hein, donc l'équivalent du centre-gauche à l'époque. Il était élu dans l'Hérault, il a été conseiller municipal et il siégeait aussi au conseil départemental de l'Hérault. Donc du fait de ses fonctions d'élu, il connaissait bien le préfet de l'Hérault et il lui demande en 1917 d'engager son jeune fils à la préfecture. Donc il va vraiment commencer tout en bas de l'échelle. Mais le père de Jean Moulin craignait que son fils tourne mal en fait. C'est ça, parce que c'était un peu une âme d'artiste, Jean Moulin.
il dessinait beaucoup, ce n'était pas un élève brillant. Et c'est la raison pour laquelle le père de Jean Moulin va un petit peu forcer son fils à travailler d'abord à la préfecture de l'Hérault. Et puis, il va effectivement gravir les échelons et surtout, il va profiter de l'arrivée au pouvoir en 1924 du cartel des gauches. Le cartel des gauches, donc le gouvernement d'Édouard Herriot, grande figure du Parti radical. Et comme Jean Moulin est le fils d'un élu radical, eh bien, sa carrière va s'accélérer à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle il est nommé sous-préfet en 1925. Et la carrière, en fait, de haut fonctionnaire de Jean Moulin va s'accélérer tout au long des années 30, au fur et à mesure que la gauche arrive au pouvoir. En 1932, les radicaux remportent à nouveau les élections. Donc, Jean Moulin va être appelé, on va en reparler, mais à des fonctions dans un cabinet ministériel auprès de Pierre Cotte. Et puis, sa carrière s'accélérera ensuite encore en 1936 avec la victoire du Front populaire. Effectivement, on peut poursuivre et creuser ce sillon. Dans les moments fondateurs de sa carrière, il y a effectivement cette rencontre avec Pierre Cotte, qui est quelqu'un qu'on a tendance à oublier dans l'histoire politique française actuelle, je trouve, de manière assez injuste, et qui va jouer un grand rôle pour lui permettre de venir au cœur du réacteur, si je veux dire sans jeu de mots vaseux, puisqu'il va travailler au ministère de l'Aviation, mais qui va aussi lui permettre, oui, de vivre le Front populaire de l'intérieur. Oui, le rôle de Pierre Cotte dans la trajectoire de Jean Moulin est vraiment crucial. Les deux hommes se rencontrent lorsque Jean Moulin est sous-préfet à Albertville, et Pierre Cotte, à ce moment-là, est député de l'arrondissement. Ce sont deux hommes à peu près du même âge, qui partagent les mêmes idées politiques. Pierre Cotte est l'une des figures montantes du Parti radical. Il appartient à ce mouvement jeune turc qui cherche à moderniser un petit peu ce vieux parti de la gauche. Et puis les deux hommes partagent aussi une même passion pour un certain nombre de sports, notamment le ski. Ils skient beaucoup ensemble à Megève, notamment, qui est la station la plus connue de la période. Et c'est vrai qu'à chaque fois que Pierre Cotte va occuper des fonctions ministérielles, il va appeler Jean Moulin au sein de son cabinet. Une première fois en 1932, à nouveau en 1933, et puis surtout en 1936, lorsque Pierre Cotte est nommé ministre de l'Aviation, effectivement par Léon Blum, au sein du Front populaire. Et là, Jean Moulin va avoir des fonctions très importantes. Il est directeur du cabinet civil de Pierre Cotte. Alors Pierre Cotte lui demande de développer ce qu'on appelle à l'époque l'aviation populaire. Il y a un grand projet à gauche, c'est d'essayer de démocratiser l'aviation, en fait. Voilà, de faire en sorte que tout le monde puisse passer un brevet de pilote et s'adonner à ce loisir de piloter des avions. Mais surtout, Pierre Cotte va aussi confier à Jean Moulin, et là, vraiment, c'est aussi une des parties, je trouve, qui est très méconnue de la vie de Jean Moulin, mais qui va être cruciale, va lui demander de développer une action clandestine en faveur des républicains espagnols. La guerre civile en Espagne éclate à l'été 1936 entre les partisans du Frente Popular, du Front populaire espagnol, qui est le pouvoir légitimement élu, et les partisans du général Franco, qui prononce un coup d'État. Or, les troupes franquistes sont beaucoup mieux équipées, mieux armées, voilà. Là où les troupes du Front populaire n'ont pas notamment d'aviation. C'est un des gros problèmes. Alors la position du gouvernement français, c'est une position de neutralité entre les deux camps. La France s'aligne là un petit peu sur la politique choisie par la Grande-Bretagne, mais interpellé par le manque de moyens en armement moderne des républicains espagnols, eh bien, le gouvernement du Front populaire va néanmoins essayer d'activer un certain nombre de leviers pour envoyer en Espagne de façon clandestine des armes, des avions et des pilotes. Et Pierre Cotte va demander à Jean Moulin de s'occuper de ces filières clandestines. Et une petite cellule se crée en fait autour de Jean Moulin, avec des gens comme Gaston Cusin, par exemple, qui vont effectivement travailler pour envoyer en Espagne des avions. Une centaine d'avions seront envoyés, ainsi que des pilotes, pour la fameuse brigade, notamment brigade España.
évidemment, vous connaissez la suite de l'histoire. Ce sont les troupes franquistes qui vont gagner la guerre civile espagnole. Les républicains espagnols, eux, au moment de la retirada, vont venir se réfugier en France. Et Jean Moulin a été lié à ce moment de l'histoire et il va en tirer un certain nombre de conclusions qui seront déterminantes pour plus tard son approche de la résistance. Première conclusion, si les républicains espagnols ont perdu, c'est parce qu'ils étaient trop divisés idéologiquement. Vous savez, il y avait le POUM, les syndicalistes, les socialistes, les staliniens. Voilà. Et parfois, ils s'affrontaient presque plus entre eux que face aux troupes franquistes. Donc, la division ne permet pas de gagner un conflit, de gagner une guerre. Et l'obsession de Jean Moulin dans la résistance, ce sera l'unité. Deuxième conclusion, les républicains espagnols ont perdu la guerre parce qu'ils n'avaient pas reçu suffisamment d'aide de l'extérieur. Et là aussi, le grand combat de Jean Moulin dans la résistance sera de tout faire pour que les résistants de l'intérieur puissent recevoir une aide des Alliés. Alors, on va avancer un petit peu jusqu'au moment où effectivement Jean Moulin devient préfet. C'est Marx d'Ormois qui le nomme en janvier 1937. Et c'est donc en tant que préfet que Jean Moulin plonge dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, quelle est la culture de guerre de Jean Moulin? J'ai envie de dire, il a moins de 40 ans. Donc la Première Guerre mondiale, pour lui, ça n'a pas été des années de combat. Comment est-ce qu'il vit cette entrée en guerre? Alors effectivement, Jean Moulin est trop jeune pour avoir réellement combattu lors de la Première Guerre mondiale, mais il a été mobilisé en 1918. Et il s'apprêtait en fait à combattre lorsque intervient l'armistice du 11 novembre 1918. Mais au moment de l'armistice, il est déjà près du front, dans l'est de la France, et donc il a vu, il a vu les horreurs de cette Première Guerre mondiale, les tranchées, les paysages totalement calcinés par la guerre, les morts. Voilà. Donc il a été confronté à cela. Et puis, du coup, il fait aussi partie de cette génération qui va ensuite évoluer avec le poids, vous savez, de ceux qui ont combattu en 14-18. Ceux qui ont tenu à Verdun, ils ont des droits sur nous, hein, disait Clémenceau. Et il y a l'obsession pour la génération suivante d'être à la hauteur de cette génération des poilus qui a permis à la France de remporter la victoire en 1918. Et lorsqu'arrive la guerre de 1939-45, en 1939, au moment de la mobilisation, Jean Moulin veut absolument être mobilisé. Bien que préfet, il dispose d'une affectation spéciale, c'est-à-dire que du fait de ses fonctions, normalement, il n'a pas à rejoindre l'armée, mais il demande à plusieurs reprises à être engagé, notamment dans l'aviation. Mais c'est sa hiérarchie qui refuse. Voilà. Mais il y avait cette volonté de Jean Moulin, bien qu'âgé de 40 ans, effectivement, de faire ce qu'il n'avait pas pu faire en 1918, c'est-à-dire de se battre pour son pays. Voilà, c'est quelque chose qui apparaissait normal, hein, pour cette génération-là, surtout pour ceux qui étaient patriotes, et c'était le cas, bien sûr, de Jean Moulin. Alors, il ne va pas combattre, mais il va néanmoins s'opposer aux Allemands, et très rapidement, lorsque ceux-ci arrivent à Chartres, puisque lorsque les Allemands arrivent, ils veulent lui faire reconnaître un massacre et le mettre sur le dos de tirailleurs africains, ce que refuse Jean Moulin. Et ça va être un moment fondateur pour son histoire, un moment que beaucoup de gens connaissent, puisqu'il est à l'origine de cette blessure physique à la gorge. Mais vous avez une lecture intéressante de ce moment dans l'ouvrage, parce que vous appelez à ne pas céder à la tentation de l'anachronisme, justement. Alors peut-être quelques mots d'abord sur ce qui se passe à Chartres avant que les Allemands n'arrivent, c'est-à-dire entre l'automne 1939 et mai 1940, où Jean Moulin est préfet. Et lorsque intervient l'offensive allemande du 10 mai 1940, la France plonge en plein chaos, l'exode. Et l'exode concerne les Françaises et les Français ordinaires, mais concerne aussi les élites de l'époque, qui se mettent à fuir l'avancée allemande. Et du coup,
beaucoup de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, quittent leur poste pour rejoindre les flux de réfugiés dans l'Exode. Et Jean Moulin, lui, va rester à son poste. Et ça, c'est très important parce que cette période-là permet de bien comprendre déjà ce que représente pour lui le service de l'État, le service aussi de ses administrés. Il veut à tout prix rester à son poste parce qu'il considère que c'est son devoir. Il faut qu'il aide notamment tous ces réfugiés qui passent par Chartres, qui ont besoin parfois de dormir une nuit sur place, de pouvoir être ravitaillés, alors que tout le monde a fui la ville. Donc il n'y a plus de commerçants, il n'y a plus d'hôteliers. Et donc Jean Moulin va faire feu de tout bois pour essayer d'organiser comme il peut des repas pour les réfugiés, leur trouver de quoi dormir. Et il racontera tout ça dans un ouvrage qui sera publié à la fin de la guerre qui s'appelle Premier combat. Et c'est vraiment un préfet au cœur de l'Exode, en fait. C'est vraiment très, très intéressant. De fait, il est à son poste. Et c'est très rare, lorsque les Allemands arrivent, c'est très rare pour vous dire, il y a un officier qui, dans la retraite de l'armée française, arrive à Chartres le 15 juin. Donc il n'a pas cessé de reculer depuis la Somme au cours des semaines précédentes. Et lorsqu'il arrive à Chartres, il voit un préfet, le préfet Jean Moulin, il est tout surpris. Parce qu'il lui dit, moi, dans tous les départements que j'ai traversés, mais les préfets, ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus là. Voilà, cette anecdote, elle est très intéressante sur ce premier combat de Jean Moulin en mai 1940. Arrivent les Allemands, effectivement, le 16 juin à Chartres, et cet épisode de la tentative de suicide, donc, souvent l'histoire est connue, les Allemands demandent au préfet Moulin de signer un document accusant des tirailleurs sénégalais d'être responsables d'un massacre de civils, alors que, voyant les corps déchiquetés par des éclats d'obus, Moulin comprend bien que en fait, les victimes sont victimes d'un bombardement allemand, pas du tout de tirailleurs sénégalais. Donc il refuse de signer le document que veulent lui imposer les Allemands. Les Allemands insistent, ils le brutalisent, ils le torturent, ils l'enferment dans une pièce près de l'hôpital de Chartres. Et pour ne pas, effectivement, sous la torture, signer un acte déshonorant, il fait cette tentative de suicide en essayant de se trancher la gorge, qui, effectivement, je pense, moi, par anachronisme, est présenté comme un acte de résistance. C'est un acte de courage formidable. C'est un acte d'opposition, de refus. Il y a tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas de la résistance, parce que le régime de Vichy va féliciter ensuite Jean Moulin pour cet acte. Pourquoi ? Parce que résister, c'est refuser l'armistice, refuser l'occupation et refuser quelque part la collaboration. Or, Jean Moulin, par cette tentative de suicide, refuse un acte déshonorant, effectivement, que veulent lui imposer les Allemands, mais ça n'implique pas un refus de l'armistice et un refus de la collaboration, parce que, au cours des jours suivants, alors que beaucoup de gens lui disent de quitter Chartres, de basculer même dans la clandestinité, Jean Moulin fait le choix de rester à son poste de préfet. Et donc, il va être préfet de Vichy. Et en faisant ce choix, il accepte le traité d'armistice, que doivent accepter tous les hauts fonctionnaires en place. Or, dans ce traité d'armistice, il est bien précisé que l'administration française doit coopérer avec la puissance occupante. Donc, c'est un choix qu'il fait. Et il accepte aussi de servir le régime de Vichy. Donc, Jean Moulin n'appartient pas à ces pionniers de la résistance, c'est-à-dire à ceux qui font le choix de résister dès l'été et l'automne 1940, comme un Boris Vildé à Paris, une Geneviève Antonios de Gaulle, voilà, un certain nombre de cas, ou comme ces gens qui décident de quitter la France pour rejoindre le général de Gaulle à Londres dès l'été 1940. Non, Jean Moulin, lui, fait un autre choix. Son premier choix, c'est bien de rester à son poste, quitte à servir le régime de Vichy, et il va rester préfet jusque début novembre 1940. Alors, comment peut-on analyser cette période ?
Donc comment est-ce qu'on peut analyser cette période justement de Jean Moulin, préfet de Vichy? Alors il n'est pas complètement soumis, il va notamment témoigner au procès de Riom où il va défendre Pierre Cot. Mais comment est-ce qu'on peut analyser cette période? Alors, il va témoigner au procès de Riom, mais au printemps 1941. À ce moment-là, il ne sera plus préfet de Vichy. Cette période qui va de juillet 40 à début novembre 40, c'est effectivement peut-être la plus complexe à comprendre. Mais c'est aussi celle qui montre le mieux ce que le grand historien Pierre Laborie a montré de la période de l'occupation. C'est une période d'ambivalence, de zone grise, de pensée double, où les choses ne sont pas simples, ne sont pas manichéennes. C'est aussi Julian Jackson, dans son ouvrage sur la France sous l'occupation, qui a qualifié Jean Moulin de collaborateur au cours de cette période par rapport à l'élément que j'expliquais tout à l'heure. Un préfet est forcé d'accepter l'armistice et ses conséquences. Et donc Jean Moulin, préfet, va coopérer effectivement avec la puissance occupante, tout en protestant lorsque l'occupant va plus loin, effectivement, que le traité d'armistice, en essayant d'imposer, par exemple, des réquisitions qui ne sont pas prévues. Et puis surtout, un préfet, c'est quelqu'un qui sert le pouvoir en place. Or, le pouvoir en place, c'est le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Et notez bien la chronologie. Il est préfet jusqu'au 2 novembre 1940, lorsque le régime de Vichy va le renvoyer, du fait notamment de sa proximité passée avec Pierre Cot et avec le parti radical. Mais entre juillet 40 et le 2 novembre 1940, il se passe quand même un certain nombre de choses. Adoption d'une loi pour réprimer les menées dites antinationales et les menées gaullistes, accentuation de la répression contre les communistes, qui avait commencé sous le gouvernement Daladier, interdiction des sociétés secrètes et traque des membres des sociétés secrètes, notamment les francs-maçons, et surtout, octobre 1940, premier statut des Juifs. Or, en tant que préfet, dans sa circonscription, Jean Moulin a dû appliquer toute cette législation. Alors, il le fait, on ne va pas dire avec zèle, ça c'est sûr, mais on voit bien là qu'il faut aussi toujours remettre les choses dans leur contexte. La législation qu'il applique le moins, c'est la traque des francs-maçons. Jean Moulin n'était peut-être pas franc-maçon, on n'a pas la certitude, mais son père l'était, il connaissait beaucoup de francs-maçons. Et là, effectivement, cette loi du régime de Vichy, Jean Moulin, en fait, va expliquer non, mais il n'y a plus de francs-maçons en Eure-et-Loire, donc il n'y a pas lieu de les traquer. Voilà. Puisqu'on ne les cherche pas, on ne les trouve pas. Exactement. Donc là, effectivement, on voit bien que le préfet Moulin fait preuve de très peu de zèle. Il fait preuve de très peu de zèle aussi pour mettre en place ce qu'on appelle des délégations spéciales. C'est-à-dire que le régime de Vichy veut en fait remplacer les différentes municipalités élues au moment du Front populaire par des notables locaux plutôt conservateurs, plutôt à droite et plutôt favorables au régime. Or, en Eure-et-Loire, le préfet Moulin dit non, mais moi, il n'y a pas de problème dans ma circonscription, pas besoin de mettre en place de délégation spéciale. Et on laisse en place les municipalités élues, notamment au moment du Front populaire. Et c'est même, selon moi, cet aspect-là qui explique son renvoi par Vichy le 2 novembre 1940. Par contre, la répression des menées communistes, là, le préfet Moulin applique la loi et il y a bien effectivement un certain nombre de militants communistes qui sont pourchassés et arrêtés en Eure-et-Loire au cours de la période. Et le statut des Juifs est aussi appliqué en Eure-et-Loire, puisque le préfet Moulin va bien procéder au recensement qu'on lui demande d'effectuer, au recensement de la population juive qui se trouve dans le département. Simplement, là aussi, il ne va pas faire preuve d'un zèle particulier parce qu'il se contentera des déclarations qui lui sont fournies. Et on sait bien que certains juifs refusent en fait d'être recensés, donc cherchent déjà à basculer dans la clandestinité, et le préfet Moulin ne va pas les traquer. Il dira non, tout le monde s'est bien déclaré dans le département, il n'y a pas de problème. Et très vite aussi, il demandera à ce que des exceptions soient mises en place en Eure-et-Loire par rapport au statut des Juifs vis-à-vis de certains Juifs qui occupent des fonctions un petit peu stratégiques, notamment des médecins
ou des enseignants. Voilà ce qu'on peut dire sur l'activité du préfet Moulin jusqu'à son renvoi par Vichy, donc le 2 novembre 1940. Un mot aussi pour vous dire pourquoi il n'est pas renvoyé tout de suite, dès juillet, alors qu'en juillet, 35 sous-préfets et préfets sont juilletisés, c'est-à-dire renvoyés par le régime de Vichy. Alors il y a deux raisons. D'abord parce qu'en juillet, le ministre de l'Intérieur de Vichy, premier ministre de l'Intérieur de la période, c'est Adrien Marquet, qui est lui-même ancien socialiste et qui n'a pas encore l'aveuglement idéologique qu'auront les futurs ministres de l'Intérieur de Vichy. Et puis surtout, Jean Moulin est préfet en zone occupée. Et la juilletisation concerne davantage des préfets de zone sud, zone dite libre, parce qu'en zone occupée, finalement, on fait plutôt le choix de l'efficacité. On se dit qu'il faut, face aux Allemands, face aux occupants, des gens qui sont déjà en place, des gens qui sont d'expérience. Et donc, le préfet Moulin, voilà, il fait plutôt bien son travail. En plus, le régime le félicite pour l'action courageuse qu'il a eue le 17 juin, cette tentative de suicide, pour ne pas, effectivement, signer un acte déshonorant. Donc, on le laisse en place. En revanche, en novembre, il est renvoyé parce que là, il y a une vague d'épuration beaucoup plus large, parce que on est en pleine révolution nationale, le régime se raidit idéologiquement, et donc Moulin, du fait de son passé républicain, n'est plus compatible. Alors venons-en après à Londres, et à la description que vous faites de la première rencontre entre deux individus que tout oppose normalement en termes de parcours, en termes de formation, en termes de références intellectuelles, et qui pourtant vont s'entendre et même vont chacun bluffer pour essayer d'intéresser l'autre le plus possible. Tout à fait. Mais avant, Moulin est renvoyé le 2 novembre 1940 et il rencontre le général de Gaulle à Londres le 25 octobre 1941. Ça veut dire que, vous voyez, il y a presque un an qui s'écoule entre le moment où Moulin cesse d'être un préfet de Vichy et le moment où il va devenir l'homme du général de Gaulle. Un an, c'est beaucoup quand même. Un an, c'est beaucoup. Encore une fois, Jean Moulin n'est pas un des pionniers de la résistance. Et au cours des semaines et même des mois qui suivent son renvoi de la préfectorale, d'autres possibilités que celle d'aller à Londres pouvaient s'offrir à lui. Et il a certainement pensé, dans un premier temps, que ce qu'il avait de mieux à faire, c'était de rejoindre son ancien mentor, Pierre Cotte, qui, lui, s'était exilé à New York, et essayer de constituer à New York des comités antifascistes pour sensibiliser l'opinion américaine à une possible entrée dans la Deuxième Guerre mondiale. Et clairement, c'est d'abord certainement ça que Jean Moulin a cherché à faire. D'ailleurs, sa première demande de visa, c'est pour aller aux États-Unis. Et puis, il prend conscience, effectivement, que le général de Gaulle, c'est peut-être celui qui incarne mieux la France qui continue de lutter aux côtés des Alliés, là où Pierre Cotte ne représente pas grand-chose, finalement, à New York. Jean Moulin va tâter un petit peu le terrain en zone sud pour essayer de prendre connaissance un petit peu des premières organisations clandestines qui se sont développées en zone sud. Et en bon préfet, il se dit que il va faire un rapport, une sorte de synthèse sur ce qui existe en zone sud pour aller le remettre au général de Gaulle et essayer comme ça un petit peu d'informer à Londres sur les premières initiatives résistantes qui se développent en métropole, alors que les deux résistances, jusque-là, sont totalement coupées l'une de l'autre, évoluent de façon autonome et parallèle, même s'il y a quelques agents de la France libre qui ont pu être envoyés des 40, comme le colonel Rémy, mais le général de Gaulle ne sait quasiment rien de l'existence des premiers mouvements de zone sud. Alors, les deux hommes se rencontrent pour la première fois le 25 octobre 1941, et là, en racontant cette rencontre, effectivement, j'insiste sur deux choses. D'abord, sur le fait qu'une entente entre les deux hommes n'allait pas de soi du tout. Jean Moulin incarne vraiment la Troisième République. Le général de Gaulle, c'est plutôt un militaire, et c'est quelqu'un qui considère que la Troisième République a une forte part de responsabilité dans la défaite de 1940. D'ailleurs, Pierre Cotte, le menteur de Jean Moulin, a fait une offre de service au général de Gaulle dès l'été 40,
Et le général de Gaulle l'a renvoyé, considérant qu'il incarnait trop les élites qui avaient failli au cours de la Troisième République. Il aurait très bien pu faire la même chose avec Jean Moulin. Voilà. Donc, et puis on a d'un côté quelqu'un qui a fait le choix du service civil, carrière de haut fonctionnaire, hein, de l'autre côté un militaire. On a aussi une dizaine d'années entre les deux hommes, mais du coup c'est presque une génération d'écart. De Gaulle est quelqu'un qui a de fait combattu pendant la Première Guerre mondiale, qui a fait l'expérience aussi d'être prisonnier des Allemands au cours de ce premier conflit, là où Jean Moulin, lui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, a été mobilisé mais n'a pas connu l'épreuve du feu en 1918. Voilà. Donc effectivement, beaucoup de choses opposaient les deux hommes, et pourtant, ces deux hommes comprennent très vite qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Pour De Gaulle, Jean Moulin, c'est une aubaine, parce qu'il n'a pas beaucoup de gens autour de lui de ce niveau-là, des anciens préfets. Et surtout, il comprend que Jean Moulin, c'est celui qui va permettre de faire la passerelle entre les deux résistances. Voilà, ça, c'est très important. Et puis, Moulin comprend bien que, effectivement, De Gaulle, comme je le disais tout à l'heure, c'est celui qui est le plus à même d'incarner la France qui continue le combat auprès des Alliés. Voilà. Et du coup, Jean Moulin, qui servait jusque-là l'État français, l'État républicain, va se placer au service d'une nouvelle cause, le général de Gaulle, qui doit permettre la renaissance française une fois que le pays sera libéré. Et j'insiste aussi beaucoup, en évoquant cette rencontre, sur la part de bluff qu'il y a entre les deux hommes. Le général de Gaulle, bien sûr, ne dit rien à Jean Moulin des difficultés qu'il a à s'imposer auprès des Alliés, notamment auprès de Churchill. Et en octobre 1941, de Gaulle est dans une position très compliquée parce qu'on est juste après l'affaire du Levant, les opérations militaires qui ont été menées dans les anciens mandats français, où les Britanniques prennent la main. Ça se passe très mal entre Churchill et de Gaulle. Et de Gaulle est vraiment fragilisé à ce moment-là. Et puis Jean Moulin, lui aussi, bluffe beaucoup. Il bluffe beaucoup en disant qu'il est mandaté par l'ensemble des résistants de la résistance intérieure, alors qu'il n'a vu que deux responsables. Henri Freinet, le chef du futur mouvement Combat, et François de Menthon, le chef du mouvement Liberté. Mais en zone sud, il y a d'autres mouvements, notamment le mouvement d'Emmanuel Dacier de la Vigerie, le mouvement Libération. Jean Moulin ne l'a pas rencontré. Et surtout, Jean Moulin n'a rencontré absolument aucune organisation de zone nord, de zone occupée. Voilà. Mais il bluffe auprès de De Gaulle en disant qu'il est mandaté en fait, par l'ensemble de la résistance intérieure pour essayer de finalement trouver un accord avec la France libre. Alors, on peut peut-être faire une petite incise justement pour mettre en regard avec Pierre Cotte, dont vous avez dit qu'il était aux États-Unis, où il avait une action avec les mouvements antifascistes. Pierre Cotte a voulu venir à Londres et jouer un rôle à Londres. Et là, l'accueil de Gaulle a été beaucoup plus tiède. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pierre Cotte, effectivement, est l'une des premières personnalités politiques d'importance, même, à rejoindre Londres au cours de l'été 1940. Il fait une offre de service au général de Gaulle, mais celui-ci la refuse parce qu'à ses yeux, Pierre Cotte, effectivement, incarne le Front populaire, incarne une Troisième République qui a failli en 1940, d'où l'exil ensuite de Pierre Cotte à New York. Mais un an plus tard, le contexte a changé. De Gaulle a besoin de Jean Moulin, même si Jean Moulin est aussi l'homme de Pierre Cotte. Il a besoin de Jean Moulin parce qu'il a besoin de ce haut fonctionnaire qui est capable finalement de faire la passerelle entre les deux résistances et surtout d'unifier la résistance intérieure derrière l'autorité du général de Gaulle. C'est pour ça que de Gaulle va faire de Jean Moulin son délégué en zone sud. Alors effectivement, Jean Moulin est parachuté à nouveau en France dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942. Son statut a changé, c'est le délégué du général en zone sud, mais le paysage de la résistance qu'il retrouve a changé en France aussi. Oui, lorsque Jean Moulin donc, revient en France au tout début de l'année 1942, en fait, ça fait quasiment 6 mois qu'il a quitté la France, puisqu'il a quitté Marseille en juillet, et puis ensuite, il a fait un long séjour à Lisbonne, au Portugal, le temps que les Britanniques l'autorisent à rejoindre Londres. Et en 6 mois, effectivement, beaucoup de choses se sont passées en zone sud. D'abord parce que François de Menthon et Henri Freinet, qui étaient chefs de 2 mouvements respectifs, ont fait le choix d'unir leurs 2 mouvements, donc le mouvement Liberté
et le mouvement de libération nationale deviennent le mouvement combat. Et ce mouvement combat s'impose véritablement comme le mouvement qui pèse en zone sud. Ensuite, le mouvement libération d'Emmanuel Dacier de la Vigerie a continué, lui, à se développer. Et puis un troisième mouvement important est apparu à Lyon, justement, autour de Jean-Pierre Lévy, le mouvement franc-tireur, qui recrute beaucoup, notamment dans la communauté des Alsaciens qui se sont réfugiés en zone sud après l'annexion de l'Alsace-Moselle par le Reich. Voilà. Donc, effectivement, le paysage a changé un peu. Et puis, surtout les divisions entre les chefs de mouvement se sont accentuées. Elles se sont accentuées à cause d'une affaire très spéciale, le fait que Henri Freinet ait mené des discussions avec le ministre de l'Intérieur de Vichy, Pierre Pucheux. Il y a eu une rafle au sein du mouvement combat. Un certain nombre de cadres de l'organisation ont été arrêtés. Et Freinet, qui est un ancien militaire, qui a d'ailleurs servi dans l'armée d'armistice jusqu'à sa démission au début de l'année 41, a gardé beaucoup de contacts à Vichy. Et il va voir Pierre Pucheux pour essayer de négocier la libération des membres de son mouvement. Et là, on a une discussion assez étrange qui s'engage entre les deux hommes. Freinet essaie de convaincre Pucheux de son patriotisme et du fait que finalement son action ne va peut-être pas tant gêner Vichy que ça. Et puis Pucheux, lui, essaie de ramener Freinet vers Vichy en lui demandant de rompre tout contact avec toute autre organisation clandestine, notamment celle qui pourrait être plus à gauche que lui. Voilà. Et lorsqu'Emmanuel Dacier de la Vigerie apprend ça, évidemment, il entre dans une fureur terrible parce qu'il voit bien qu'une union des mouvements de zone sud n'est pas possible dès lors qu'un chef de mouvement comme Freinet n'a pas totalement rompu avec Vichy. Voilà un petit peu la situation que trouve Jean Moulin à son retour en zone sud au début de l'année 42, alors que lui, sa mission, c'est d'essayer de faire en sorte que les mouvements de zone sud s'unifient et se mettent d'accord entre eux. Alors leur tourne, il faut qu'on avance. Et justement, dans cette perspective, il y a une séquence qui est importante, c'est celle de l'été 1942, puisque en juillet, la France libre change de nom et devient France combattante, tandis qu'en août 1942, Jean Moulin concrétise un objectif de sa mission en parvenant à faire adopter l'accord pour la création d'une armée secrète. Donc c'est vraiment une séquence très importante pour aller vers les mouvements unis de la résistance. Tout à fait. Et je dirais que ce qui a beaucoup aidé Jean Moulin, et ça me permettra aussi de raconter une anecdote évoquée qui est dans le livre, qui est très peu connue, ce qui a beaucoup aidé Jean Moulin, c'est le retour au pouvoir de Pierre Laval, avril 1942, parce qu'avec Pierre Laval, les choses se clarifient. Voilà. Et ceux qui étaient jusqu'alors des vichisto-résistants vont faire le choix clair de rompre avec Vichy. Ils voient bien que Pétain perd un petit peu toute influence, que c'est Laval qui est aux commandes et que la collaboration est totalement relancée. Donc il n'est plus du tout question de double jeu du côté de Vichy. Et d'ailleurs, Freinet rompt clairement à ce moment-là avec Pétain. La une de combat du journal Combat en mai 1942, c'est une une dans laquelle Freinet explique la raison de sa rupture avec Pétain. Mais il y a une anecdote qui est très peu connue. Lorsque Laval revient au pouvoir, en avril 1942, Laval n'est pas du tout un idéologue, pas du tout. Et lui, il veut créer une équipe de combat dans la haute fonction publique, dans l'administration. C'est d'ailleurs lui qui fait appel à René Bousquet. René Bousquet, avant la guerre, il a un peu le même profil que Jean Moulin. C'est quelqu'un qui est aussi très jeune préfet, très brillant, plutôt proche de la gauche radicale. Mais le passé de Bousquet, Laval s'en moque, et Laval, lui, veut des hauts fonctionnaires efficaces, qui seront aussi les hommes de la collaboration. Voilà. Et Jean Moulin est convoqué à Vichy, convoqué en avril 1942,
parce que Laval voudrait l'intégrer dans son équipe, comme il le fait avec Bousquet. Et là, c'est un peu délicat pour Jean Moulin, parce que ne pas se rendre à Vichy, c'était un petit peu dévoiler le fait qu'il était déjà dans une action dissidente. Donc, Jean Moulin, qui est à ce moment-là délégué du général de Gaulle en zone sud, en avril 1942, il va à Vichy, il va à l'hôtel du Parc. Il est reçu par les membres du cabinet de Laval, qui lui font une offre de service, qu'il refuse poliment. Voilà. Mais cette anecdote, là aussi, est, je trouve, extraordinaire sur ce qu'est cette période de l'occupation et toutes ces ambivalences. Et effectivement, ensuite, les choses s'accélèrent. Et les chefs de mouvement, du coup, qui ont tous rompu avec Vichy, cela facilite les rapprochements, cela facilite les discussions entre eux. Et ça va s'opérer en 2 étapes. D'abord, unification des organisations armées des mouvements, création de l'armée secrète, donc en octobre 1942, armée secrète qui sera dirigée par le général Delestrin. Et puis, en janvier 1943, création des murs, mouvements unis de la résistance, qui concrétisent l'unité des 3 grands mouvements de zone sud, Francs-Tireurs, Libération Sud et Combat. Alors l'autre action de Jean Moulin qu'on rattache un peu quand même dans le secondaire à celui-ci, c'est la création du Conseil national de la résistance. Vous montrez bien d'ailleurs dans le livre que le national sera rajouté qu'après. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont Jean Moulin fait avancer l'idée de ce Conseil de la résistance auprès de Gaulle. Ça n'intervient pas dans n'importe quel contexte, ça intervient dans un contexte où De Gaulle est aux prises avec les Alliés et notamment avec l'hypothèque d'Arlon, puis l'hypothèse Giraud. Exactement. Et c'est important de faire le lien entre ce contexte et l'avancée de ce projet. C'est essentiel. Une des autres scènes un petit peu racontées de façon descriptive, mais pourtant cruciale de cette histoire, c'est le dernier dîner entre Jean Moulin et le général de Gaulle. On est de mémoire dans la nuit du 12 au 13 mars 1943. En février 1943, Jean Moulin retourne à Londres. Il retourne à Londres à la fois pour rendre compte de la mission effectuée et pour prendre de nouvelles instructions. Et là, effectivement, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il est fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Et là, on a effectivement des discussions qui s'engagent sur la future mission de Jean Moulin. Et le général de Gaulle va lui demander d'unifier la résistance, pas seulement en zone sud, mais dans toute la métropole, zone sud et zone nord, avec donc la création de ce conseil de la résistance. Et les 2 hommes se voient pour la dernière fois donc dans un dîner à Londres, au soir du 12 mars 1943. Et on n'a aucun, bien sûr, témoignage direct, mais les choses sont notamment racontées par le colonel Passy, qui était à Londres à ce moment-là, le chef du BCRA. Et là, on a quelque chose qui peut surprendre par rapport à l'image qu'on a de Gaulle, cet homme toujours sûr de lui, toujours fier, etc. Mais là, ce soir-là, on a vraiment quelqu'un qui est au bord de jeter l'éponge, qui est en dépression. Et c'est la conséquence, effectivement, de ce qui s'est passé après le débarquement en Afrique du Nord, en novembre 1942, parce que ce débarquement aurait dû normalement introniser le général de Gaulle comme le chef des territoires libérés, des territoires d'Afrique du Nord. Or, il est totalement mis à l'écart, notamment par les Américains, qui se méfient de lui parce qu'ils considèrent qu'il n'a aucune légitimité. Ce n'est pas quelqu'un qui a été élu avant la guerre. Ils voient en lui, en plus, un militaire qui est un dictateur en puissance. Et donc, les Américains lui préfèrent d'abord Darlan, effectivement, et puis surtout ensuite le général Giraud, qui devient le chef à la fois, commandant à la fois militaire et civil des territoires libérés d'Afrique du Nord. Et là, De Gaulle se retrouve totalement sur la touche. Et il s'en ouvre à Jean Moulin. Il dit, mais là, la partie est perdue. Je ne vois pas comment je peux me remettre en selle. Et on a vraiment un homme qui est au bord, voilà, je disais, de jeter l'éponge. Et c'est Jean Moulin qui le motive et qui insiste sur le fait que lui, général de Gaulle, il a un atout décisif sur son concurrent, le général Giraud, c'est le soutien de la résistance intérieure. Pourquoi ? Parce que Giraud a maintenu dans les territoires libérés d'Afrique du Nord la législation du régime de Vichy, y compris le statut des Juifs, y compris la répression des menées gaullistes presque. Vous voyez ? Donc,
évidemment, tout ça déplaît fortement aux résistants de l'intérieur. Et De Gaulle, lui, à l'inverse, a fait la promesse en 1942, avec la déclaration au mouvement, de rétablir la démocratie, de rétablir un régime républicain une fois le territoire libéré. Et donc, effectivement, la mise en place de ce Conseil de la Résistance, c'est un moyen, en fait, de relégitimer le général de Gaulle aux yeux des Alliés. Et c'est pour ça que Jean Moulin tenait beaucoup à cette mission, qu'il va accomplir d'ailleurs malgré toutes les difficultés. Et c'est aussi la raison pour laquelle De Gaulle et Jean Moulin décident d'intégrer dans le futur Conseil pas seulement les mouvements de résistance, mais aussi des organisations politiques, des partis politiques ou des organisations syndicales, pour une raison assez simple. C'est que, oui, les mouvements étaient plus à même de représenter la résistance, étaient plus légitimes, parce qu'ils avaient fait le choix de la résistance, dès un choix clair et net, dès 1940 ou 1941. Les partis politiques, les syndicats, c'était moins clair au départ. La SFIO, par exemple, éclate totalement en 1940, et ce n'est pas un parti qui fait le choix de la résistance, même si un certain nombre de socialistes, à titre individuel, feront ce choix. Oui, mais voilà, les chefs de mouvement sont totalement inconnus des Alliés, parce que c'est des gens qui n'avaient aucun engagement, souvent, avant la guerre. Alors que les chefs des partis politiques, quelqu'un comme Léon Blum, les chefs des syndicats, comme quelqu'un comme Léon Jouot, ont une réputation mondiale. Ils ont exercé des pouvoirs importants avant la guerre. Et obtenir leur ralliement, c'est, pour le général de Gaulle, une façon de renforcer sa légitimité. D'où l'élargissement de ce futur Conseil de la Résistance aux partis, à tous les partis de la gauche communiste jusqu'à la droite républicaine, seule l'extrême droite en est exclue, et aux syndicats. Mais, et c'est là que la mission de Jean Moulin va être très difficile, les chefs de mouvement, notamment quelqu'un comme Henri Freinet ou quelqu'un comme Emmanuel Dacier de la Vigerie, étaient totalement opposés à l'intégration des partis et des syndicats dans le futur Conseil. Et donc il va falloir pour Jean Moulin batailler, les convaincre de l'entrée de ces organisations traditionnelles dans le futur CNR, et à la fois par son habileté diplomatique, mais aussi par sa fermeté. N'oublions pas aussi que c'est lui qui détient les bourses, qui détient la caisse, hein, parce que les mouvements sont financés par Londres. Eh bien, Jean Moulin arrivera à ses fins, et la première réunion du Conseil national de la Résistance, le 27 mai 1943 à Paris, est une grande victoire pour lui, est une grande victoire pour le général de Gaulle, et ce n'est pas un hasard si le CFLN à Alger est créé juste quelques jours plus tard, et que ce CFLN est coprésidé par Giraud et de Gaulle, alors que quelques semaines plus tôt, le général Giraud refusait encore de recevoir de Gaulle. Oui, c'est vraiment important quand même de remettre en contexte cette création du Conseil de la Résistance. Alors, ce conseil est créé à Paris avec une première réunion où tout le monde est présent, réunion fondatrice. Et il faut qu'on arrive maintenant aux événements de Caluire. Déjà, pourquoi cette réunion ? Alors ça, c'est assez simple. Le général de Lestrin est arrêté à Paris début juin. De Lestrin, c'était le chef de l'armée secrète. C'était Vidal. Voilà, Vidal dans la clandestinité. Or, l'armée secrète, elle n'avait que quelques mois d'existence. Hein, donc, il faut vite essayer de renommer un nouveau chef. Et Jean Moulin décide donc d'organiser à Caluire, enfin à Lyon, hein, puisque l'état-major de Jean Moulin se trouve à Lyon, ainsi que les états-majors des principaux mouvements de zone sud, décident, alors, non pas de nommer un nouveau chef de l'armée secrète, c'est un raccourci qui est souvent fait. La réunion de Caluire ne doit pas déboucher sur la nomination d'un nouveau chef, parce que cette nomination, elle revient au général de Gaulle. Mais l'idée, c'est de mettre en place une sorte d'organisation temporaire, une transition, voilà, d'où la nécessité d'avoir dans cette réunion un certain nombre de responsables des mouvements de zone sud, notamment Raymond Aubrac pour le mouvement Libération, qui est le responsable militaire du mouvement Libération, et d'essayer de mettre en place une nouvelle gouvernance de l'armée secrète en attendant que le nouveau chef soit désigné. Voilà les raisons de cette réunion. Alors cette réunion est préparée, on le voit dans le livre extrêmement minutieusement, mais il y a un élément qui fait dérailler, c'est l'invité imprévu, l'invité surprise, Hardy.
Oui, comme toutes les réunions, la réunion de Caluire répondait à un certain nombre de critères indispensables pour la sécurité. Ça avait été le cas pour la réunion rue du Four, le 27 mai 1943. Enfin, quand on relit notamment la description de cette réunion par Daniel Cordier, on voit bien toutes les précautions qui sont prises. Les participants ne connaissent pas le lieu de la réunion à l'avance. On leur demande d'arriver à tour de rôle pour éviter de montrer qu'il y a une forme de rassemblement. Le choix de l'appartement aussi a été très important. À Caluire, Jean Moulin a fait exactement la même chose. Hein. Si la réunion se tient chez le docteur du Goujon, c'est parce que c'est un sympathisant de la Résistance sans être membre de la Résistance. Donc ça limite les risques d'arrivée inopinée normalement des membres de la Gestapo ou de la police française. La maison est un peu isolée sur les hauteurs de Lyon, donc on se dit que c'est moins risqué qu'une réunion au cœur de Lyon. Et puis les participants ne sont avertis là aussi du lieu de la réunion qu'au dernier moment et doivent arriver à tour de rôle. Donc toutes les précautions ont été prises. Effectivement, il y a une faille, c'est qu'il y a une personnalité qui va se présenter à cette réunion alors qu'elle n'était pas invitée. Et ça, c'est une entorse à toute règle dans la clandestinité. Et cette personne, c'est René Hardy. C'est le mouvement Combat qui a demandé à Hardy de se rendre à la réunion de Caluire parce que le mouvement Combat espère profiter de la chute de Delestraint pour reprendre la main sur l'armée secrète. Là où De Gaulle et Jean Moulin font tout au contraire pour essayer de rendre l'armée secrète autonome en fait des mouvements, pour mieux avoir la main dessus. Et donc le mouvement Combat demande à Hardy, qui est considéré un petit peu comme une grande gueule, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Azéma, de se rendre à cette réunion pour essayer un petit peu de peser face à Moulin. Le problème, c'est que René Hardy avait été arrêté quelques jours plus tôt, avait donc été aux mains de la CIPO-SD, de Klaus Barbie, et qu'il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas trancher. A-t-il trahi, c'est-à-dire est-il devenu un agent allemand, un Wehrmann comme on le dit, ou s'est-il fait piéger par Barbie? Là, les preuves manquent un petit peu, même si dans différents documents allemands, notamment le rapport Flora, Hardy est bien mentionné comme un Wehrmann, mais en même temps, dans ce rapport, il y a un certain nombre d'erreurs, donc il n'est pas totalement fiable. Mais ce qui est sûr, c'est que les Allemands le suivent. Voilà, c'est qu'il est pris en filature, et si on ne connaît pas ses intentions réelles, c'est bien lui qui va mener les Allemands jusqu'à la réunion de Caluire. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que en fait, l'étau ne cessait de se resserrer sur Jean Moulin. Et Jean Moulin en était d'ailleurs totalement conscient. Il en était conscient, il s'en était ouvert dans ses dernières lettres, notamment au général de Gaulle. Pourquoi? Parce qu'il y a un document allemand qui est très intéressant, c'est le rapport Kaltenbrunner. Kaltenbrunner, c'est le chef du RHSA à Berlin. Donc c'est lui qui dirige l'ensemble des forces de sécurité et de renseignement allemands à Berlin. Et il écrit un rapport à Hitler sur la résistance française au début de l'année 1943. Et dans ce rapport, c'est très précis, en fait. Les Allemands savent quasiment tout des organigrammes des principales organisations, et ils savent qu'il y a un délégué du général de Gaulle qui est envoyé en France. Ils ne connaissent pas son nom, son identité, ils savent juste qu'il se fait appeler Max, mais les Allemands envoient un commando du CIPO-SD pour traquer Jean Moulin, et voilà, et la traque finit par porter ses fruits lors de ce drame de Caluire. Alors effectivement, Jean Moulin est arrêté. Au début, Barbie sait que dans le lot, Max est présent, mais il ne sait pas qui c'est. Et vous avez des pages justement sur ce duel inégal entre les deux hommes. Et vous finissez par écrire que Jean Moulin va y laisser la vie, mais quelque part, il l'emporte aussi parce que Barbie va y laisser une partie de sa carrière, alors qu'il pense qu'il est en train de faire la plus belle opération de sa carrière, justement. Oui, bien sûr, pour Barbie, la prise était formidable. Et Barbie pensait que c'était un ambitieux. Barbie, il pensait que en ayant Jean Moulin entre ses mains, en arrivant à le faire parler, il allait pouvoir tout savoir sur la résistance française et bien sûr monter ensuite dans la hiérarchie policière allemande. Et c'est tout l'inverse qui va se passer, parce que Jean Moulin, malgré les tortures, ne parle pas. Donc Barbie n'a absolument aucun renseignement sur la résistance. Et surtout,
Moulin est même tellement torturé que de toute façon, à un moment donné, il n'est même plus en état de dire quelques paroles que ce soit. Et sa hiérarchie, à Barbie, va le lui reprocher, vu l'importance de la prise. D'où le fait d'ailleurs que on demande à ce que les Allemands demandent à ce que Jean Moulin soit ramené à Paris, assez vite, parce qu'il nous reste à peine une semaine à Lyon. Et Barbie, effectivement, ne connaîtra pas l'ascension qu'il aurait pu espérer. Alors après sa mort, Jean Moulin n'est pas tout de suite mis en avant comme une grande figure de la résistance. Vous l'avez dit, on connaît beaucoup la panthéonisation, mais finalement celle-ci est assez tardive. Comment expliquer que dans l'immédiate après-guerre, Jean Moulin ne soit pas considéré comme une des grandes figures à honorer? C'est assez simple en fait. C'est lié à ce qui se passe à la fin de la guerre. Le grand mouvement de résistance qu'espéraient certains résistants et qui auraient pu rebattre totalement les cartes sur le plan politique ne voit pas le jour. Et on retourne, avec la 4e République, à un système traditionnel des partis. Victoire notamment du tripartisme, SFIO, Parti communiste et Mouvement républicain populaire. Donc c'est une sorte de nouveau front populaire en fait, qui se met en place à la Libération. Et chaque parti va quelque part honorer ses membres. Voilà. Donc la SFIO va mettre en avant Pierre Brossolette, par exemple. Les communistes vont mettre en avant toutes les figures communistes qui se sont illustrées dans la résistance ou qui ont été fusillées comme otages, Guy Môquet, Daniel Casanova. Les chrétiens démocrates ou la droite mettent en avant des catholiques comme Honoré d'Étienne d'Orve. Le parti radical, lui, disparaît de la scène politique à la Libération. Or, c'était lui qui aurait été le plus à même peut-être de mettre en avant la figure de Jean Moulin. C'était lui ou le général de Gaulle. Or, le général de Gaulle disparaît lui aussi très vite, puisqu'il démissionne en janvier 1946 et qu'il connaît cette longue traversée du désert. Et la figure de Jean Moulin va finalement être un petit peu la victime de ce contexte. Alors, il ne disparaît pas, Jean Moulin. Il est honoré, notamment dans les différents endroits où il est passé. Donc, dans l'Hérault, son département de naissance, à Chartres, où il a été préfet, ici à Lyon. Mais effectivement, ce n'est pas une des grandes figures qui s'impose à l'échelle nationale pour symboliser la résistance. Il faut attendre pour cela donc le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958 et cette panthéonisation en 1964 à l'occasion des 20 ans, c'est commémoration des 20 ans de la Libération. Et là, le choix de Jean Moulin fait consensus parce que je dirais que tous les résistants s'y retrouvent grâce au CNR. Et c'est le cas aujourd'hui encore. Vous savez que le 27 mai est devenu la journée nationale de la résistance. Et les communistes, finalement, doivent beaucoup à Jean Moulin. Parce que Jean Moulin les a aidés à peser dans la résistance intérieure en leur permettant de siéger au sein du Conseil national de la résistance. La droite aussi, la droite républicaine, a siégé grâce aux efforts de Jean Moulin. Les gaullistes, bien sûr, doivent beaucoup à Jean Moulin. Donc, c'était une figure un petit peu œcuménique qui faisait sens. Mais là aussi, n'oublions jamais le contexte. 64, on est 2 ans après la fin de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a totalement fracturé le camp gaulliste. Et quel symbole, d'ailleurs, Georges Bidault, successeur de Jean Moulin à la tête du CNR, qui est devenu un des plus farouches partisans de l'Algérie française et qui est devenu en fait anti-gaulliste du coup. Et c'est un acte politique en fait, même si c'est assez peu expliqué ça aujourd'hui parce qu'on replace ça dans l'évolution de la mémoire, les commémorations de la libération, etc. Mais en fait, c'est un acte politique très fort du général de Gaulle qui cherche à refaire consensus, qui cherche à réunir la famille gaulliste qui s'est fracturée au moment de la guerre d'Algérie. Et c'est un peu le rôle de cette panthéonisation de Jean Moulin. Panthéonisation qui est portée par un socialiste. Au départ, oui, un socialiste de l'Hérault, tout à fait. Mais c'est en ça que c'était une figure qui mettait tout le monde d'accord, en fait, bien sûr. Bien, nous allons arrêter là cet entretien. Merci beaucoup Fabrice Grenard. Merci. Et nous allons prendre les questions de la salle, bien entendu. C'est toujours la première, la plus difficile.
Bonjour, j'aurais une petite question par rapport à un personnage qui a été un des appuis de Jean Moulin, c'est le commissaire Porte. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce personnage qui a été un peu mis de côté et remis au goût du jour dernièrement, notamment sur des missions très importantes qui ont permis à Jean Moulin d'avoir d'autres actions au sein de la résistance? Oui, oui, alors le commissaire Porte, mais d'autres. Le problème de Jean Moulin, si vous voulez, c'est que lorsqu'il revient en France en janvier 1942, c'est un homme seul. Hein. Il n'a pas d'équipe, il n'a rien, il n'a pas de moyens. Et d'ailleurs, Daniel Cordier le raconte très bien dans ses mémoires. Hein, lorsque Jean Moulin va le recruter en août 1942, il est surpris par l'absence de moyens et d'équipe. Et donc, effectivement, le commissaire Porte fait partie de ces gens qui vont jouer un rôle très important. Et puis, en tant qu'ancien commissaire, en tant que commissaire, c'est une personnalité stratégique. Donc, c'est essentiel pour Jean Moulin, qui cherchera toujours à essayer de garder des formes de contact dans son milieu aussi de hauts fonctionnaires pour avoir des informations sur ce qui se passe du côté de Vichy. Il y a aussi des femmes, Laure Diebold, par exemple, hein, qui a joué un rôle très, très important auprès de Jean Moulin, Daniel Cordier, bien sûr, son secrétaire, et tous ceux qui vont faire partie de ce qu'on appelle la délégation générale. Hein, cette délégation générale qui va permettre en fait à Jean Moulin de travailler efficacement et surtout qui va lui éviter de tout faire. Parce que c'était ce qu'il faisait hein, au départ, au début de l'année 42. Il faisait tout, c'est-à-dire il recevait les messages, il envoyait ses messages, il décryptait lui-même, etc. D'abord, il n'était pas compétent pour tout faire, et puis surtout, en faisant tout, vous vous exposez toujours plus. Il était important, effectivement, que Jean Moulin puisse avoir ces différentes complicités. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de noms ont totalement disparu de la mémoire collective. Qui connaît aussi encore Pierre Meunier, Robert Chambéron, qui étaient ses principaux relais en zone nord. Vous voyez, aujourd'hui, plus personne. Est-ce que De Gaulle parle de Jean Moulin dans ses mémoires? Oui, bien sûr. Oui, non, bien sûr, il en parle. En termes tout à fait positifs. Et en même temps, vu tout ce que Jean Moulin a fait pour lui, peut-être on pouvait en attendre un peu plus. Mais vous savez, De Gaulle a cette conception de la vie, du monde qu'ont les militaires. Et d'ailleurs, sa réaction lorsqu'on lui apprendra que Jean Moulin est tombé, c'est un peu la réaction, si vous voulez, d'un officier qui a perdu un de ses hommes, voilà, mais qui dira, mais la vie continue. C'était ça le général de Gaulle. Donc, il rend hommage, bien sûr, il évoque Jean Moulin dans ses mémoires, mais peut-être, oui, on aurait pu en entendre un peu plus du général de Gaulle sur ce plan-là. Après, il rendra surtout hommage en 1964 avec la panthéonisation, bien sûr. Bonsoir. Vous parliez d'une anecdote quand Jean Moulin rencontre donc Laval. On est déjà bien avancé dans le régime de Vichy. En fait, il est sous son vrai nom en France ou il circule? Je pensais qu'il circulait uniquement avec des faux papiers depuis son retour en France. Alors d'abord, il ne rencontre pas directement Laval. Hein. C'est Laval qui le fait convoquer, mais il rencontre le directeur de cabinet de Laval. Et depuis que Jean Moulin a été révoqué de la préfectorale en novembre 1942, effectivement, en fait, il a deux identités. Il a gardé l'identité de Jean Moulin, ancien préfet, qui vit à Saint-Andiol, dans le sud de la France, et qui est devenu propriétaire terrien, et qui vit de ses terres. Voilà. Et en fait, il sait qu'il est surveillé par le régime de Vichy. Le régime de Vichy, vous savez, à cette époque-là, il y a le contrôle technique. On surveille les conversations des Français, la correspondance, etc. Il sait qu'il est surveillé, donc il est Jean Moulin à Saint-Andiol, et puis il est Joseph Mercier, effectivement, fausse identité, pour lui permettre ses déplacements clandestins, ses réunions clandestines. D'ailleurs, vous voyez qu'il a gardé les mêmes initiales. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à l'époque, les vêtements sont marqués des initiales. Et donc, effectivement, si vous prenez une fausse identité avec d'autres initiales, le moindre contrôle, tout de suite, il y a des soupçons qui se développent.
Mais il va toujours garder les deux identités. Voilà. Et quand il part pour Londres, et là on voit aussi que Jean Moulin, ancien préfet, c'est quelqu'un qui a la main sur les renseignements généraux, hein, sur les forces de l'ordre. Donc, plus que d'autres résistants, c'est quelqu'un qui anticipe sur ces questions-là. Les questions de la clandestinité, les questions de sécurité à adopter, de comportement à adopter dans la clandestinité. Et donc, lorsqu'il part à Londres, et il va rester à son voyage, je vous l'ai dit, il est bloqué à Lisbonne, donc ça va durer plusieurs mois. Hein. Il a mis en place tout un stratagème qui lui permet sous son vrai nom, voilà, il fait croire qu'il est parti en zone nord et il fait par un membre de sa famille, il fait adresser du courrier à son nom à sa mère et sa sœur qui sont en zone sud, voilà, de façon régulière, de sorte que le régime de Vichy ne sache pas qu'il a quitté le territoire. Merci pour votre conférence. Moi, j'ai une question extrêmement naïve. Je suis très ancrée dans le quartier de la Guillotière, là où il y a eu la dernière planque de Jean Moulin. Et j'ai fait un repérage de tous les lieux où il y avait des résistants, des organisations. Alors, ma question très naïve, je suis frappée quand je vois ça, parce que je me dis, tous ces gens se côtoyaient, ils étaient à 3 mètres. Alors, est-ce que Jean Moulin les connaissait? Est-ce qu'il était connu ou parfaitement inconnu? Comment il faisait pour naviguer là, les uns à côté des autres sans prendre des risques inconsidérés? C'est une question très naïve. D'abord, les risques, il les prenait. Les risques, il les prenait. Et Jean Moulin était connu des principaux responsables de la résistance en zone sud, puisqu'il était aux réunions, il les côtoyait, etc. Mais personne ne sait que c'est Jean Moulin, ancien préfet de la Troisième République. C'est Max, ou c'est Rex, ou c'est Joseph Mercier. Mais personne ne sait sa véritable identité, y compris son secrétaire Daniel Cordier, qui n'apprendra qu'à la fin de la guerre, que Max, c'était Jean Moulin qui était préfet de Chartres. Vous voyez ? Donc évidemment, on est dans l'armée des ombres. Donc les gens se connaissent sous des faux noms, sous des couvertures, mais on ne sait pas ce que ces gens étaient avant la guerre. Ah oui, si. De toute façon, Rex et Max, le choix du surnom n'est pas neutre, hein, c'est le roi et Maximus. Donc, attention, hein, le résistant de base ne connaît pas Jean Moulin, hein, ni Max ni Rex. Et Jean Moulin n'a vraiment contact qu'avec les chefs des organisations. Donc avec Freinet, avec De Menton, avec Dastier, avec Raymond Aubrac, voilà, ce sont des gens qui se voient régulièrement. Mais ils ne connaissent pas leur identité réelle. Après, oui, les risques étaient considérables, bien sûr. Les risques étaient considérables. Vous savez, c'était le Parti communiste qui avait mis en place ce qu'on appelait les groupes de 3 au départ. La règle, c'était on ne peut connaître de l'organisation que 2 autres personnes, maximum, pour éviter qu'en cas d'arrestation, ça ne désorganise tout. Voilà. Mais les communistes, eux, si vous voulez, ils avaient une pratique de la clandestinité, c'est un parti révolutionnaire. Cette règle n'est pas forcément appliquée dans les autres organisations résistantes. Mais oui, les risques étaient considérables. Alors, ils le sont encore plus lorsque la zone sud est occupée. Et Caluire n'aurait pas pu avoir lieu en 1942. Si Caluire a lieu en juin 1943, c'est aussi parce que les Allemands ont occupé la zone sud et que les résistants sont beaucoup moins tranquilles en zone sud qu'ils ne l'étaient jusqu'alors. Autre question. Une question naïve en suivra une autre. Est-ce que Malraux et Jean Moulin ont été en contact dans toute cette période avant la panthéonisation de Jean Moulin ou pas? Oui, ils sont en contact, mais pas pendant la période de la Résistance. Ils sont en contact en 1936. En 1936, lorsque, effectivement, Pierre Code va charger Jean Moulin de cette mission en faveur des républicains espagnols. Or, Malraux a été envoyé en fait un peu en mission auprès de la République espagnole pour voir un petit peu ce qui se passe en Espagne.
Et c'est lui qui va même convaincre le gouvernement de Léon Blum de développer, entre autres, mais de développer une aide clandestine et l'envoi d'avions en Espagne. Donc les deux hommes se sont forcément, même si on n'a pas de source directe, mais ils se sont forcément croisés à ce moment-là. Oui, quel est le positionnement de Laure Moulin, justement? Est-ce qu'elle est au courant, dans quelle mesure est-elle au courant des activités de son frère? Est-ce qu'elle est résistante, sympathisante? Voilà, merci. Alors, elle sait que son frère fait des choses clandestines. Elle sait qu'il fait des choses plutôt importantes. Mais évidemment, Jean Moulin ne lui dit rien de ce qu'il fait réellement, de ses fonctions réelles. En plus, à chaque fois qu'il revoit sa famille, pour lui, c'est un peu des moments de respiration dans une vie totalement folle, dans cette vie clandestine. Voilà. Donc, on parle plutôt du quotidien. Voilà. Donc, elle sait effectivement que son frère est engagé en résistance. Elle-même, quelque part, elle est complice, puisque déjà, elle ne dénonce pas son frère. Enfin, je le dis parce que ça existait dans certaines familles. La mère d'Henri Freinet, apprenant qu'ils iront avec Vichy, a voulu le dénoncer. Voilà. Donc, bien sûr, elle est complice quelque part, elle est sympathisante, mais elle n'est pas elle-même engagée dans une organisation précise. Et je pense d'ailleurs que Jean Moulin s'y serait opposé parce que ça aurait, pour lui, créé une forme de fragilité si elle avait été arrêtée du fait des activités résistantes. Oui. Il y a quelques pages dans le livre où vous évoquez la dernière fois où ils se sont vus, où il sent que l'étau se resserre et il lui dit « mais tu ne me contactes pas même si notre mère meurt quand même ». Oui, tout à fait. Tout à fait. Les proches sont souvent ce qui fragilise le plus les résistants. C'est pour ça, par exemple, que... Oui, c'est-à-dire la famille. Souvent, les Allemands, quand ils arrêtent un résistant qui est alsacien, expliquent que de toute façon, en Alsace, ils font ce qu'ils veulent et qu'ils peuvent très bien déporter la famille. Ouais. C'est pour ça aussi que dans la résistance, on déconseille les histoires d'amour, par exemple. Parce que si une personne tombe et pas l'autre, ça fragilise encore plus les choses, si vous voulez. Jean Moulin. Il a eu des aventures sur Lyon pendant la période clandestine. Il n'y a aucune preuve de ça. Et je pense vraiment que sa mission passait avant tout le reste. Donc je pense vraiment, moi, que non. Oui. L'armée française a fait la même chose en Algérie. De jouer sur la famille, sur les gens, pour faire pression, pour faire parler. La bataille d'Alger, c'était ça. La bataille d'Alger, bien sûr. Enfin, oui, c'est hélas. Et je dirais que l'armée américaine a fait la même chose au Vietnam ensuite. Mais oui, les méthodes de contre-guérilla développées par les Allemands au cours de la Deuxième Guerre mondiale ont largement été appliquées dans les guerres décoloniales ensuite. Oui. Aussi. Il y a une question au fond. Dans votre exposé là, sur Hardy, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'interpelle, c'est que Hardy, avant la réunion de Caluire, quelques jours avant, il est arrêté par les Allemands. D'accord? Soit qu'il le cuisine, le retourne, on ne saura jamais. Et son mouvement, comment ils ne sont pas au courant qu'il a été arrêté et ils lui disent d'aller à Caluire? Est-ce que ce n'est pas son mouvement qui, justement, était au courant et a fait tomber Jean Moulin? Il y a quand même quelque chose qui est... puisque c'est son mouvement qui lui dit « tu vas à Caluire », c'est pas lui qui y va. C'est bien ce que vous avez dit, c'est son mouvement. Alors, il y a deux versions des choses. Et je ne trancherai pas entre ces deux versions. Même si ma préférence va plutôt vers la deuxième version. La première version, c'est un peu la version complotiste. C'est de considérer qu'effectivement, le mouvement Combat a sciemment envoyé Hardy à Caluire, sachant qu'il avait été arrêté, qu'il était certainement filé par les Allemands, et que c'était une façon, quelque part, d'éliminer Jean Moulin.
C'est une version que vous pouvez trouver dans un certain nombre d'ouvrages, d'articles, etc. Et une autre version, qui a ma préférence, Hardy n'a pas dit à son mouvement qu'il avait été arrêté. Et il reprend ses activités clandestines normalement, sans rien dire. Parce qu'il savait très bien que s'il disait qu'il avait été arrêté, il y avait un risque qu'on se méfie de lui, voire, et ça existe, regardez l'Armée des Ombres, hein, voire qu'on l'élimine. Donc Hardy ne dit rien aux responsables de son mouvement, de son arrestation. Il leur ment là-dessus. D'ailleurs, vous savez qu'il mentira aussi au premier procès. Hein. Il y a eu 2 procès, hein. Il mentira là-dessus. Et que du coup, effectivement, son mouvement prend un risque en l'envoyant parce qu'il n'est pas invité au départ. Prend un risque. Mais il le fait parce qu'il veut peser lors de cette réunion et il ne faut pas laisser seul Henri Aubry, qui devait représenter le mouvement combat, considéré comme moins combatif que Hardy face à Moulin. Mais son mouvement le fait sans savoir qu'il est susceptible d'être filé par les Allemands. Mais je mentionne les deux hypothèses parce que, malheureusement, vous savez, tous les documents ont été épluchés, toutes les archives allemandes, y compris qui existent là-dessus, j'ai évoqué le rapport Flora notamment, mais il y a toujours un truc qui empêche une conclusion claire et nette. Voilà. Mais il s'est sauvé, Hardy, dans l'arrestation. Tout à fait. Oui. Il a réussi à se sauver. C'est ce qui accrédite la thèse de la Il s'est sauvé. Les témoins qui étaient là ont dit que l'évasion avait été assez facile, puisqu'il n'était pas attaché, puisque c'est le seul. On lui tire dessus, mais un peu comme dans Star Wars, vous savez, quand les balles n'arrivent jamais. Il a fini comment, Hardy ? Il a fini dans son lit dans les années 87, je crois. Il a fini la guerre. Il a fini la guerre, il a continué. Alors après, oui, et il a toujours été. Ça, c'est très important. C'est pour ça que il faut faire attention en histoire, parce que il a toujours été soutenu par les mouvements de combat, notamment par Freinet, qui l'ont soutenu bec et ongles à chacun de ses procès. Et la justice ne l'a pas condamné 2 fois. Et ensuite, après-guerre, il va mener une vie un peu d'écrivain. Voilà, et lui-même ne dira jamais complètement la vérité. Il a beaucoup monté, hein, parce qu'il a commencé par dire qu'il n'avait pas été arrêté. Ensuite, finalement, on découvre qu'il a bien été arrêté par les Allemands, qu'il est resté plusieurs jours en plus emprisonné par Barbie. Et lui-même, à la fin de sa vie, n'a jamais réellement... voilà. Bon, mais... En tous les cas, l'histoire de Jean Moulin, c'est aussi pour ça que, vous voyez, le héros oublié. C'est-à-dire que Jean Moulin, à chaque fois qu'on l'évoque, il y a 2 choses. La panthéonisation et Caluire. Vous êtes sûr que c'est là-dessus que vous allez être interrogé ou qu'on va développer les choses. Mais Jean Moulin, c'est pas ça. Ça ne se résume pas à ça. Oh oui. On peut encore en prendre 4 ou 5. D'accord. Dans votre analyse historique, quelle est la réflexion politique de De Gaulle suite à l'assassinat de Moulin, dans sa vision un petit peu globale des mouvements unis de la résistance? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête de politique après la disparition de Jean Moulin? Ouais. Ça ne change rien pour lui. Non, ça ne change rien. L'essentiel est acquis. L'essentiel, c'était vraiment la création du Conseil national de la résistance et le fait que le Conseil national de la résistance ne reconnaisse qu'un seul chef légitime pour la résistance, qu'elle soit intérieure ou extérieure, le général de Gaulle. À partir de là, l'essentiel est acquis. De Churchill et surtout des Américains. Surtout de Roosevelt qui voulait vraiment le mettre de côté. Mais voilà, à partir du moment où il est coprésident du CFLN, il devient incontournable. Et de fait, il va réussir à éliminer son rival Giraud en quelques mois. Et la disparition de Jean Moulin aurait été beaucoup plus tragique pour De Gaulle si elle était survenue avant la réunion du CNR. Mais là, pour lui, l'essentiel est acquis. Ouais.
J'aimerais revenir sur ce que vous disiez sur De Gaulle et la résistance, puisque c'est De Gaulle qui parlait des compagnons de la résistance, d'accord, dans lequel étaient certaines personnes, d'accord, puisqu'il y a eu des commémorations qui ont été faites par De Gaulle, où les compagnons de la résistance étaient présents, d'accord. Et après la guerre, il y a pour moi De Gaulle comme un coup d'éponge sur tout ce qui était plus ou moins résistant, puisque des grands mouvements, des grands résistants ont eu des problèmes, on va dire, avec la police française, on va dire, après la guerre, d'accord. Et on sait aussi que De Gaulle a l'habitude de passer l'éponge de ceux qui lui ont permis d'accéder au pouvoir, de ceux qui lui ont permis de mener le combat. Si on prend par exemple le cas que De Gaulle n'a jamais voulu reconnaître, le commando Kieffer, comme force française qui ont participé à la libération, au débarquement. Il n'a jamais voulu reconnaître ce commando comme des forces françaises qui ont combattu. Et après la guerre, le mouvement de résistance, si on écoute bien De Gaulle, il ne concerne que certaines personnes, alors que d'autres sont, on va dire, écartés, mis sous silence. Oui, mais je vais vous expliquer les choses, elles sont très simples. Il suffit de regarder, par exemple, ceux qui sont faits compagnons de la libération. Hein, cette élite des résistants et des résistantes. En fait, De Gaulle privilégie clairement les forces françaises libres, c'est-à-dire ceux qui ont fait le choix de la résistance extérieure. Et de fait, si vous regardez ensuite les carrières de ces gens-là, ceux qui étaient dans les forces françaises libres, beaucoup feront des carrières de très haut niveau. Pierre Messmer, Yves Guéna, ouais, des gens comme ça, seront appelés à des fonctions ministérielles. Les résistants de l'intérieur, beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais parce que, vous savez, c'est Cordier d'abord qui disait « Moi, je ne suis pas un résistant, je suis un Français libre ». Il y avait un peu l'idée d'une hiérarchie entre les deux. Ceux qui étaient partis à Londres, c'était ceux qui avaient pris tous les risques. Voilà. Je ne dis pas que c'était le cas, hein, mais c'est la vision de De Gaulle. Donc il a clairement, effectivement, privilégié les résistants de l'extérieur aux résistants de l'intérieur. Et d'ailleurs, il s'est toujours un peu méfié des résistants de l'intérieur comme des concurrents potentiels, notamment pour le pouvoir au moment de la libération. C'est pour ça qu'à la libération, par exemple, De Gaulle ignore totalement le CNR. Hein. Ce CNR qui lui a permis d'être légitimé en 1943, en 1944, au moment de la libération de Paris, De Gaulle ignore le CNR. Parce que, à ses yeux, le pouvoir, c'est lui, le nouveau pouvoir. Et le CNR pouvait peut-être le concurrencer dans cette position-là. La question du commando Kieffer, c'est différent. Le commando Kieffer, ils ont combattu sous unité britannique, en réalité. Et De Gaulle a toujours, effectivement, détesté tous ceux qui ont fait le choix. Ils avaient le truc, les forces françaises libres. Hein. Oui, mais ils combattent sous commandement britannique et ils participent à une opération militaire à laquelle lui, le général De Gaulle, n'a pas été associé. C'est pour ça qu'il n'a jamais reconnu le commando Kieffer ensuite. Et De Gaulle a toujours marginalisé ces Français qui ont préféré se mettre au service des Britanniques plutôt que de la France libre. Je vous prends un autre exemple. Michel Aulard. Vous connaissez Michel Aulard ? Michel Aulard, c'est quelqu'un qui va créer un réseau de renseignement en France, qui va jouer un rôle déterminant au cours de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est lui qui informe les Britanniques des différentes constructions de bases de lancement des V1 et des V2 dans le nord de la France. Réseau Agir. Mais Michel Aulard, son réseau, il l'a mis au service des Britanniques et pas du BCRA. Pourquoi ? Parce qu'il considère que c'est plus efficace de travailler directement pour les Britanniques. Mais De Gaulle va totalement ignorer après la guerre Michel Aulard, alors que c'est pourtant un très grand résistant. Voyez ? De même que De Gaulle va ignorer tous ceux qui ont fait le choix de s'engager dans le SOI. Il y a beaucoup de Français dans le SOI, ces services spéciaux britanniques qui vont notamment agir en France dans les commandos au moment de la libération. Mais De Gaulle leur demande de quitter le territoire national, même ceux qui ont la double nationalité, au cours de sa grande tournée des villes françaises au cours de l'été 1944. Voilà ce que je peux vous expliquer.
C'était sa vision à lui. On a la place pour une dernière question. Je voudrais revenir sur l'ouvrage que vous avez écrit à propos de la résistance du Limousin, notamment à propos de Guingouin. Je voulais savoir s'il y avait une relation entre Jean Moulin, s'ils avaient été en contact ou pas du tout, parce qu'il a été, je crois qu'il avait été sur Bordeaux, Jean Moulin, ou pas? Sud-Ouest, est-ce qu'il avait été dans le Sud-Ouest? Non, il est venu que sur le quart est français. Non, Jean Moulin est certainement aussi passé par Bordeaux à un moment donné, mais il n'y a jamais eu de contact avec Georges Guingouin, ni avec d'ailleurs les principales figures de maquis du Limousin. Non. Vous savez, la résistance est très cloisonnée. Oui. Très cloisonnée, il ne faut pas que tout le monde connaisse tout le monde. Ouais. Et puis Georges Guingouin, c'était un communiste, un FTP. Il n'y avait de toute façon aucune raison qu'ils se rencontrent, et de fait, ils ne se sont jamais rencontrés. Comme il avait l'objectif de réunir tout le monde, je pensais que... Oui, mais... D'accord. Ouais, ça faisait... Guingouin n'est qu'un chef de canton. Si vous voulez, il dirige les FTP en Haute-Vienne. Donc, ce n'est pas l'interlocuteur qui va permettre d'unifier les FTP avec le reste. Il faut s'adresser à la direction du Parti communiste. Voilà, mais tout à fait. D'accord. Ok, merci. Bien, et ben, nous allons arrêter là la rencontre. Merci encore, Fabrice Grenard. Merci beaucoup. Je peux que vous recommander d'acheter le livre. On n'en a pas épuisé la richesse, loin de là. Et vous apprendrez encore pas mal de choses. Merci à vous d'être venus. Merci aux archives pour leur accueil. Et effectivement, le partenariat recommencera l'année prochaine. Alors, on est en discussion avec un certain nombre de personnes. Je peux vous dire qu'on commencera l'année avec Sylvie Altard autour de son dernier ouvrage. On continuera probablement en octobre avec Mathieu Grenet et Guillaume Calafas sur la mer Méditerranée à l'époque moderne. En novembre, probablement Vincent Duclerc autour du génocide au Rwanda et l'ouvrage qu'il a sorti. Et en décembre, Jérémy Foa viendra nous parler de son dernier ouvrage sur les guerres de religion qui sort au mois de septembre. Voilà, ce sera le début du programme, en tout cas pour l'automne prochain et l'hiver. Merci à vous, au revoir. Faut appuyer plusieurs fois.